Alors c'est évidemment une rentrée qui est assez morose pour le secteur de l'immobilier qui est sous forte pression avec cette hausse des taux d'intérêt qui se poursuit. D'où la question, on se la pose dans cette rentrée, jusqu'où l'immobilier va s'enfoncer dans la crise. Analyse et point de vue signé Jean-Marc Vittori pour Les Échos. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Content de vous retrouver en cette rentrée. Bon, il fait chaud mais les voyants sont au rouge. Les prix, on le sait, se sont retournés. Là je parle dans l'immobilier ancien. Mais en même temps, quand on regarde les prix, le recul des prix est assez modeste. On parle de 5% à Paris en baisse, en glissement annuel sur un an, 0,4% en moyenne en France sur un an. Je crois que c'est Meilleur Agent qui dit ça. Il n'y a pas de crack là, non ? Il n'y a pas de crack. Alors évidemment, on franchit tout de même un seuil symbolique. En France, il y a Paris. Paris, c'est le marché le plus cher 10 000 € du pays. On est passé en dessous de 10 000 € du mètre carré. C'est un drame. Pensez donc dans les beaux quartiers. Avant, on vendait l'espace d'un WC. On pouvait acheter une voiture électrique. Aujourd'hui, le prix du mètre carré baisse. Le prix de la voiture électrique monte. Donc, ça va devenir difficile. Mais évidemment, ça ne s'effondre pas. Ça ne s'effondre pas parce que le marché immobilier, c'est pas comme le marché de la chaussure ou de la voiture ou même du blé. Quand le prix baisse, vous ne vendez plus. Vous arrêtez de vendre. Les propriétaires de logements, la plupart du temps, ils l'occupent. Et quand les prix baissent, ils espèrent que le prix va remonter. Et donc, ils bloquent la vente. Et donc, on a un effritement des prix de l'immobilier en France. Et en revanche, on a un effondrement des transactions. Vous citez donc quelques pourcents pour les prix. Pour les transactions, 25. On est 25% de baisse. Et donc, quand le marché immobilier se grippe, les prix ne s'effondrent pas. Quand vous regardez historiquement, le krach immobilier, c'est un mythe. Même aux États-Unis, quand il y a eu la crise du subprime, il y a eu localement des prix qui ont baissé très fortement, des maisons qui ne valaient presque plus rien, mais c'était de manière extrêmement localisée, dans des cas très particuliers. À l'échelle d'une région, d'un pays, le krach immobilier n'existe pas. Ça ne veut pas dire que les choses vont bien, ça veut dire que les choses se figent. Et quand les choses se figent, ça pose plein de problèmes. Ouais, et si on fait un peu de prospective, le patron de la FNAIM, qui était aussi présent, Loïc Quentin, sur ce plateau, il nous dit cette année, autour de 5% de baisse de prix. Voilà, ça reste... C'est désagréable, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont envie d'acheter. Et voilà, il n'y a pas de crack, quoi. Il n'y a pas de crack, mais il y a une construction qui va mal, du coup. Parce que quand les prix baissent, ça traduit aussi une demande qui devient différente. La demande devient différente, vous l'avez dit, à cause de la hausse des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont augmenté extrêmement vite en partant d'un niveau extrêmement bas. L'effet levier est absolument massif. En ordre de grandeur, aujourd'hui, une hausse des taux d'intérêt de 20%, ça fait plus 10% sur une mensualité. Une mensualité, ça peut représenter un tiers du budget d'un ménage. Vous rajoutez 10% là-dessus, ou 20%, parce que les taux, ils n'ont pas augmenté seulement de 1%. Ça fait des particuliers qui ont de plus en plus de mal à acheter. Et donc ça se traduit donc par des prix de l'ancien qui s'effritent, mais ça se traduit aussi, et peut-être surtout pour l'instant, par une construction qui, elle, là, pour le coup, les chiffres plonge. Et alors là, les chiffres sont réservation de logements en chute libre de 40%. Voilà, plus on regarde les chiffres avancés, plus c'est déprimant. Si on regarde les chiffres qui ont été publiés récemment par le ministère, les mises en chantier, donc ça c'est ce qui a été lancé il y a longtemps, il a fallu déposer le permis de construire, que l'entrepreneur vienne, etc. Donc ça c'est en baisse de 12% sur un an, les permis de construire c'est en chute de 26%, et les réservations de logements neufs et la production de crédit c'est en chute de 40%. Alors là, ça commence vraiment à poser de gros problèmes à un secteur entier qui n'est pas négligeable dans l'économie. Et justement, en quoi ce retournement du marché immobilier, en quoi ça joue un rôle de boulet sur l'économie mondiale, sur la France et au-delà? Alors, d'abord la France, puis on va élargir la perspective. En France, le bâtiment, c'est entre 4 et 5% du PIB. Vous allez me dire, ok, ça n'est pas nul, mais ça n'est pas énorme. Si ça baisse d'un quart, sur 2 ans, ça fait un point de croissance. Ça fait 0,5% de croissance en moins pendant les 2 prochaines années. Ouais. Et comme on a une croissance qui se traîne autour de 1, ça commence à poser de sérieux problèmes. Et ensuite, il faut bien voir effectivement que ce n'est pas que français. La cause est mondiale, c'est le renchérissement des taux d'intérêt suite à la vague d'inflation, à la fois parce que les banques centrales ont relevé leurs taux d'intérêt pour tenter d'endiguer l'inflation, mais aussi parce que les investisseurs veulent protéger leur épargne
de cette inflation, donc demande des taux d'intérêt plus élevés. Donc tout ça, ça fait augmenter les taux d'intérêt à l'échelle mondiale. Ça se retrouve partout, hein. Et moi, il y a un indice qui m'a frappé, c'est celui que calcule la Banque des règlements internationaux. Alors évidemment, c'est des chiffres qui concernent tous les pays, donc c'est un peu plus ancien, mais ce qui sont des chiffres réels, hein. On déflate les prix de l'immobilier, des prix à la consommation. Ouais. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Pour regarder le pouvoir d'achat. Voilà, vous vendez votre maison, quel est le pouvoir d'achat de ce que produit la vente de cette maison? En regardant l'évolution des prix. Voilà, en regardant les prix à la consommation. Ouais. Hein, et donc là, quand on regarde cet indicateur-là, qui montre ce qui se passe réellement, sans faire de jeu de mots. Donc là, on est sur le premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022, moins 1% en Espagne, hein, où le marché... Oui, mais le marché de l'immobilier, il ne s'était jamais vraiment remis de ce qui s'était passé en 2008, donc il n'avait pas beaucoup monté, donc il ne baisse pas beaucoup. Moins 3% en France, moins 5% en Chine et aux États-Unis, moins 7% en Italie, moins 14% en Allemagne. Donc le pouvoir d'achat immobilier. Voilà. A baissé de 14%. Voilà, le pouvoir d'achat que permet la vente d'un bien immobilier. Voilà, c'est ça, voilà. Si vous vendez votre bien, vous pouvez acheter en Allemagne 14% de moins qu'un an plus tôt. C'est une baisse tout à fait sensible. Donc ça se produit dans le monde entier en même temps. Alors ça s'était produit un petit peu de la même manière en 2008, avec une cause très différente. En 2008, c'était une crise financière. En 2023, c'est clairement une hausse des taux d'intérêt. Mais on a un mouvement mondial de ralentissement très brutal du bâtiment. Et ça impacte l'activité, ça impacte l'emploi, et notamment dans un pays comme la France où on a tout de même encore des problèmes d'emploi pour les non qualifiés. Ces non qualifiés, ils souffrent de cette situation et ils vont souffrir davantage. On voit aussi une remontée des faillites, hein, dans le secteur du bâtiment très clairement en France. Ça veut dire aussi pour tous les matériaux qui rentrent dans la construction de logements, hein, des perspectives qui ne sont pas forcément réjouissantes sur l'aluminium, sur le bois, sur le ciment. Bon, après, on a compris tout ça, c'est la faute des taux d'intérêt qui remontent. Et en même temps, le gros de la hausse, est quasiment fait. Le gouverneur de la Banque de France l'a rappelé, on est proche du pic. Donc quelque part, le pire est derrière. On a mangé notre pain noir. Premièrement, ça va encore un peu monter pour les taux d'intérêt à court terme. Deuxièmement, sur l'emprunt immobilier, c'est pas les emprunts, c'est pas le taux d'intérêt à court terme, hein, c'est celui à long terme, celui qui détermine les marchés financiers. Si vous regardez les perspectives d'emprunt des États dans les prochaines années, hein, États-Unis, on a un déficit public qui reste absolument colossal. En Chine, on a doublé la dette publique en pourcent du PIB en 10 ans. En France, on a aussi des niveaux de dette sans précédent. Il va falloir emprunter beaucoup et donc les taux d'intérêt à long terme, entre les persistances inflationnistes pour toute une série de raisons et les besoins d'emprunt très forts des États, ça ne va pas baisser de sitôt. Donc on peut dire que l'essentiel de la hausse des taux d'intérêt à court terme, oui, on peut considérer qu'elle est faite. Sur les taux d'intérêt à long terme, on peut avoir encore des petites appréciations. Donc il n'y a pas d'oxygène. Et puis surtout pas de baisse. Et donc, il n'y a pas de baisse à attendre, il n'y a pas de ballon d'oxygène à attendre. Il n'y a pas de ballon d'oxygène du point à attendre. De vue et dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe du côté des banques, hein? Je rappelle que quand on achète un logement, pratiquement toujours, on emprunte à la banque. Production de crédit en baisse de 40%. Voilà. Production en baisse de crédit de 40%. Les banques, elles font plus attention. Il faut aussi qu'elles gèrent tout ce qu'elles ont consenti comme prêt depuis 20 ans à des taux d'intérêt qui sont très inférieurs au niveau actuel, donc ça leur pose des problèmes de transformation qui ne sont pas négligeables, donc ça ne les incite pas à ouvrir en grand le robinet à crédit. Donc on est même si on peut considérer que l'essentiel de la hausse des taux d'intérêt est passé dans un scénario. On est sur une crise durable. C'est ça votre idée. On n'est pas sur une crise. Voilà, on ne va pas avoir un creux violent de l'immobilier avec un rebond comme on l'a eu pour la production nationale avec le Covid. On est sans doute sur quelque chose qui est beaucoup plus long, beaucoup plus structuré. Enfin, si on perd 5% tous les ans, si les prix de l'immobilier perdent en France 5% tous les ans sur 5 ans, au final, ça fait mal quand même. Hein. Oui, bien sûr, ça fait mal. Donc, on a connu ça dans les années 90 en France, enfin à Paris surtout. Alors on a l'effet indirect là, hein, ça c'est un autre point qui est important. On a un effet indirect, c'est que les gens voient la valeur de leur patrimoine s'amoindrir. Et quand vous avez un patrimoine qui perd de la valeur, le premier réflexe c'est de se dire il faut que j'en remette un peu plus
pour me préserver des accidents. Et donc on dépense moins au pour plus quotidien. tard. Et donc on dépense moins au quotidien. Et donc C'est avéré, sur la ça, consommation. c'est avéré, parce qu'on le ressent évidemment instinctivement, oui, intuitivement. Oui, ben, on le montre aussi que ça pèse clairement sur les dépenses. Ça pèse dans les deux sens. De consommation, aussi. Évidemment. Et donc ça, voilà, on va avoir une situation qui va être... On a un boulet qui va falloir traîner pendant des années, après en avoir beaucoup profité. Alors les entreprises peuvent trouver des solutions. Hein. On voit par exemple aux États-Unis, il y a un marché de la réhabilitation qui est en plein boom, notamment parce que les gens, avec la hausse des taux d'intérêt, ne changent plus de maison, donc ils gardent leur maison. Aux États-Unis, les maisons sont en moyenne beaucoup plus grandes que ça n'est le cas en Europe. Et donc ils la réaménagent pour pouvoir télétravailler. Et donc les entreprises du bâtiment trouvent une solution pour garder des marchés. Hein. Elles font beaucoup de travaux internes dans la maison, moins de construction de nouvelles maisons, mais beaucoup plus de travaux en interne. Et on a des mouvements comme ça aussi un peu en France. On sait aussi qu'avec la rénovation énergétique, quelle que soit la situation, il faudra agir là aussi. Donc ça soutiendra aussi l'activité du bâtiment. Ça ne veut pas dire que donc, la situation pour l'ensemble des entreprises du bâtiment est catastrophique, mais ça veut dire un univers qui est même très différent de celui dans lequel on a vécu depuis 25 ans, et malgré donc, la parenthèse de la crise Lehman Brothers. Et donc des secteurs déprimés a priori sur plusieurs trimestres, peut-être années. Donc oui, on est sur des une années. Crise durable. On est sur une crise qui est à la fois mondiale et durable, sur un secteur qui n'est pas toute l'économie, mais qui compte de manière non négligeable dans le dynamisme économique. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Salut.